Aïcha, le chant du coq perce à l'aube, et les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les volets usés de la petite maison, dans le quartier animé de Kalina, une modeste ville côtière où les rues étroites bruissaient du bruit des marchands ambulants et des motos pétaradantes. Aïcha, une jeune femme de 23 ans au tempérament doux mais résilient, ouvrit les yeux avant même que la lumière n'inonde pleinement la cour. Son dos la lançait après une nuit passée sur le sol dur de la véranda, reléguée là par sa belle-mère depuis des années. Elle se leva lentement, noua un vieux châle autour de ses cheveux noirs ondulés et saisit le balai sans un mot. Balayer la cour était sa routine matinale. Ramasser les feuilles mortes, la poussière ocre et les déchets épars. Ses pieds nus s'imprégnaient de la terre rouge, mais Aïcha ne se plaignait jamais. Elle avait appris que les murmures de mécontentement ne faisaient qu'attiser la fureur. Aïcha était d'une beauté discrète, avec une peau caramel lisse et des yeux expressifs qui reflétaient une sagesse précoce, forgée par les épreuves. Pourtant, dans cette maison étouffante, sa grâce n'était qu'une source de jalousie. Née de la première épouse de Karim, décédée en couche, Aïcha portait en elle le poids d'un deuil familial qu'on lui reprochait injustement. Karim s'était remarié 3 ans plus tard avec Fatima, une femme au sourire fin et au regard acéré qui avait rapidement imposé son autorité. Au début, elle jouait la mère aimante, mais une fois installée, elle distilla son venin. Cette fille est un fardeau, un porte-malheur ambulant. Karim, homme faible et influençable, avait peu à peu délaissé sa fille aînée, la traitant comme une ombre invisible. Les demi-sœurs d'Aïcha, Nadia et Leila, 2 adolescentes gâtées au rire strident, imitaient leur mère à la perfection. Elles sportaient des robes neuves, passaient leur journée sur leur téléphone à scroller des vidéos futiles et reléguaient Aïcha au rang de servante, malgré les domestiques embauchés pour les tâches ménagères. Le cadre de Kalina était typique d'une petite ville africaine. Des maisons en parpaing, peints de couleurs vives, des marchés odorants d'épices et de poissons frais pêchés à l'aube, et un air salin porté par la brise de l'océan proche. Mais pour Aïcha, c'était une prison dorée de routines harassantes. Elle rêvait en secret d'une vie libre, devenir enseignante pour aider les enfants du quartier, voyager jusqu'à la grande capitale pour voir des horizons nouveaux, et surtout trouver quelqu'un qui la valoriserait pour son cœur généreux plutôt que pour son labeur. Chaque matin, elle repassait les tenues impeccables de Nadia et Leila pour l'école. L'après-midi, elle lavait leur linge à la main, frottant jusqu'à ce que ses pommes rougissent. Le soir, elle cuisinait des plats épicés, riz jollof, poissons grillés, qu'elle n'avait le droit de goûter qu'en reste froid, assise seule dans un coin. Pourquoi me haïssent-ils tant ? Se demandait-elle parfois, les larmes silencieuses coulant sur son oreiller improvisé, un tas de tissus rapiécés. Fatima régnait en maître absolu, son caractère manipulateur se révélant dans les moindres détails. Elle observait Aïcha depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire narquois aux lèvres, savourant le pouvoir qu'elle exerçait. « Bouge-toi, paresseuse !» Cette maison ne se nettoie pas toute seule, aboyait-elle souvent, même quand tout brillait déjà. Fatima contrôlait les finances du foyer, décidait des repas et influençait Karim avec des murmures empoisonnés. Aïcha n'est bonne qu'à nous coûter cher. Mieux vaut la marier vite pour s'en débarrasser. Karim, autrefois tendre avec sa fille, hochait la tête, distrait par son travail de petit commerçant au marché. Les indices de cette autorité toxique étaient partout. Fatima distribuait des punitions arbitraires, comme priver Aïcha de repas pour une assiette mal lavée ou la forcer à dormir dehors sous prétexte d'une leçon d'humilité. Nadia et Leila, encouragées par leur mère, se moquaient ouvertement. Regardez la Cendrillon du quartier, une après-midi étouffant, alors que la famille était sortie pour une visite au temple local. Vêtues de leur plus beau atour, Aïcha resta derrière pour préparer le dîner et puiser de l'eau au puits communal. En chemin, elle aperçut un homme assis contre un mur effrité, au bord de la route poussiéreuse menant à la plage. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage barbu et sale, et il boitait légèrement avec une béquille improvisée.
Les passants le fuyaient, murmurant « mendiant fou ». Mais Aïcha s'arrêta. Ses yeux tristes la touchèrent au plus profond. Elle fouilla dans sa poche et en tira un bout de pain sec gardé des restes. « Tenez, ça vous aidera peut-être », murmura-t-elle avec un sourire timide. L'homme prit le pain sans un mot, mais son regard s'attarda sur elle alors qu'elle s'éloignait. Aïcha ignorait que cet inconnu, nommé Omar, observait tout depuis des jours et que sa gentillesse venait d'allumer une étincelle qui pourrait tout bouleverser. Si cette plongée dans la vie tourmentée d'Aïcha vous captive déjà, likez la vidéo pour me le faire savoir, abonnez-vous pour suivre les twists à venir et commentez. Pensez-vous qu'Aïcha mérite une revanche? Ça m'encourage à continuer ces histoires pleines de suspense. Restez accrochés, car la tension montait dès la prochaine partie. Le soleil grimpait dans le ciel de Kalina, baignant les ruelles poussiéreuses d'une lumière dorée et chaude. Aïcha, épuisée par sa matinée de corvée, venait de rentrer du puits communal, son seau d'eau pesant, lourd sur son épaule. La cour était enfin propre, mais la voix stridente de Fatima brisa le silence. « Aïcha, arrête de traîner, viens ici tout de suite !» Aïcha posa son seau et entra dans la maison, le cœur battant d'appréhension. Elle savait que ce ton n'annonçait rien de bon. Dans le salon, Fatima était assise sur le canapé, jambes croisées, un sourire calculateur aux lèvres. Karim, son père, se tenait près de la fenêtre, évitant son regard. Nadia et Leila, affalées sur des coussins, ricanaient en échangeant des messes basses. L'air était lourd, comme si un orage se préparait. « Aïcha » commença Fatima d'une voix mielleuse mais tranchante. « Nous avons une nouvelle importante pour toi. Une chance unique, vraiment. » Aïcha fronça les sourcils, son instinct lui criant de se méfier. « Une chance ?» murmura-t-elle, serrant son châle usé. Fatima se leva, théâtrale, et poursuivit. « Tu vas te marier. Oui, tu as bien entendu. Un homme est venu demander ta main, et nous avons décidé que c'était pour ton bien. » Les mots frappèrent Aïcha comme une gifle. Mariée, elle, qui n'avait jamais eu le droit de rêver à l'amour. « Mais qui ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Fatima éclata d'un rire moqueur. « Oh, tu le connais déjà? L'homme que tu as nourri hier, ce mendiant pouilleux près du puits. Il dit s'appeler Omar. Il est parfait pour toi, non ?» Aïcha sentit ses jambes trembler. Elle revit l'homme aux vêtements déchirés, à la béquille branlante, au regard triste mais étrangement profond. « Un mendiant ?» balboucha-t-elle, incrédule. « Pourquoi moi? Pourquoi lui ?» Karim, mal à l'aise, marmonna. « Fatima a raison, Aïcha. Il n'a personne d'autre. Et toi, eh bien, tu ne sers pas à grand-chose ici. » Les mots de son père, autrefois si aimants, lui brisèrent le cœur. Nadia pouffa. « C'est parfait, la domestique avec le fou. Un conte de fées pour les poubelles. » Leila ajouta, hilarée. « Tu devrais être reconnaissante, personne d'autre ne voudrait de toi. » Aïcha secoua la tête, la colère montant en elle. « Non, je refuse. Vous ne pouvez pas me forcer, » cria-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Fatima s'approcha, son visage durci. « Oh si, nous le pouvons. Tu vis sous notre toit, tu manges notre nourriture, quand on t'en donne. Tu feras ce qu'on te dit, ou tu dormiras dans la rue comme lui. » Elle attrapa le bras d'Aïcha, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « C'est pour ton bien, ma chère. Ce mendiant a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un d'insignifiant. » Aïcha se dégagea, le souffle court. Mais les regards moqueurs de ses demi-sœurs et l'indifférence de son père la clouèrent sur place. Elle était piégée. Le lendemain, la maison bourdonnait de préparatifs absurdes. Fatima avait décidé que le mariage aurait lieu dans une petite salle communale, une cérémonie modeste à peine digne d'un événement. Aïcha reçut une robe usée, rejetée par Leila, avec des coutures défaites et une tache sur l'ourlet. « Ça ira pour toi », lâcha Fatima avec un rictus. Et Aïcha, en la mettant, sentit l'humiliation lui brûler la poitrine. Elle se regardait dans un miroir fêlé, ses yeux rougis par les larmes qu'elle retenait. Pourquoi cet homme, ce prétendu mendiant, avait-il demandé sa main? Était-ce une plaisanterie cruelle, orchestrée par Fatima?
Elle se souvenait de son regard, pas fou mais différent. Quelque chose en lui semblait hors de place, comme s'il cachait un secret. Le jour du mariage arriva, rapide et implacable. La salle communale était à peine décorée avec des chaises en plastique et une table bancale pour le registre. Les villageois, venus par curiosité plus que par joie, chuchotaient en riant. Aïcha, la femme du fou. Omar se tenait là, toujours vêtu de haillons, sa béquille à la main. Son visage sale mais ses yeux calmes, presque trop calmes. Aïcha, tremblante et dans sa robe élimée, évitait son regard. Le pasteur, gêné, marmonna les vœux à la hâte. Quand il demanda à Aïcha si elle acceptait cet homme, elle resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, la voix de Fatima siffla. « Réponds, idiote !» Aïcha ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. « Oui !» murmura-t-elle, à peine audible, scellant son destin. Alors que les rires étouffés des villageois emplissaient la salle, Omar s'approcha d'elle pour signer le registre. Il se pencha légèrement et murmura, si bas que celle Aïcha l'entendit, « Ce n'est pas ce que tu penses. » Ces mots énigmatiques firent un frissonner Aïcha. Elle leva les yeux vers lui, confuse, mais il se détourna. Impassible, que cachait-il? Était-ce un jeu? Ou y avait-il plus derrière cet homme en haillons? La cérémonie se termina dans une tension palpable, et Aïcha sentit une étrange lueur d'espoir ou de doute naître en elle. Si cette proposition forcée vous a donné des frissons, tapez un like pour soutenir l'histoire, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et commentez. Aïcha devrait-elle faire confiance à Omar? La petite maison en parpaing qu'Aïcha partageait désormais avec Omar se dressait à l'écart de Kalina, près d'une ruelle poussiéreuse où les vagues de l'océan murmuraient au loin. Ce n'était pas une maison, mais une coquille vide, un sol en béton fissuré, un toit de tôle rouillé qui fuyait sous la pluie, et une unique pièce meublée d'un matelas usé et d'une chaise bancale. Aïcha, encore sous le choc de la cérémonie forcée, entra dans ce lieu avec un nœud dans l'estomac. Elle portait toujours la robe usée de Leila, désormais tachée par la sueur et la poussière du trajet. Omar, silencieux, posa sa béquille contre le mur et s'assit sur le matelas, son regard fixé sur le sol. « C'est chez nous maintenant, » murmura-t-il, sa voix grave mais étrangement douce. Aïcha ne répondit pas. Elle se sentait prisonnière, non seulement de cette maison, mais d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Les premiers jours furent un balai d'incompréhension et de silence pesant. Aïcha gardait ses distances, évitant de croiser les yeux d'Omar. Elle passait ses journées à nettoyer la maison, à frotter le sol déjà propre, à chercher de l'eau au puits communal, ou à cuisiner des repas simples avec les maigres provisions qu'Omar ramenait, du manioc, du poisson séché, parfois un peu de riz. Elle mangeait seule, assise à l'extérieur, tandis qu'Omar s'asseyait à l'écart, mâchant lentement son repas. La honte la rongeait. Les voisins, curieux, passaient devant la maison en chuchotant. Aïcha, la femme du fou. Des enfants lançaient des pierres sur le toit de tôle pour rire, et Aïcha baissait la tête, ses joues brûlant d'humiliation. Elle se demandait pourquoi elle avait dit oui à l'église. Était-ce la peur de Fatima ou ce murmure énigmatique d'Omar? Ce n'est pas ce que tu penses? Omar, lui, vivait comme un mendiant. Ses vêtements restaient déchirés, sa barbe broussailleuse, et il disparaissait souvent à l'aube pour mendier au marché, revenant avec de quoi manger. Aïcha remarqua qu'il ne demandait jamais rien, ni affection, ni conversation. Pourtant, il y avait des gestes inattendus qui la déconcertaient. Un soir, alors qu'elle toussait à cause de la fumée du feu de bois, Omar lui tendit un tissu propre, un mouchoir blanc, incongru dans cette maison misérable. « Pour ton visage », dit-il simplement, avant de s'éloigner. Une autre fois, elle le surprit à réparer une fuite dans le toit avec une précision étrange, comme s'il connaissait le travail manuel mieux qu'un simple vagabond. Ces moments, bien que rares, semaient une graine de curiosité dans l'esprit d'Aïcha. Qui était cet homme qu'elle avait épousé? La vie dans cette maison était dure. Aïcha dormait sur le matelas,
tandis qu'Omar insistait pour prendre le sol, enveloppé dans une couverture râpée. Les nuits étaient longues, remplies du chant des grillons et du bruit lointain des vagues. Aïcha se réveillait souvent en sursaut, hantée par des cauchemars où Fatima riait d'elle, ou où son père la regardait avec indifférence. Elle se demandait si elle pourrait un jour s'échapper. Mais un matin, quelque chose changea. Alors qu'elle balayait la cour, un vieux voisin, M. Kofi, passa et salua Omar avec une révérence étrange, presque respectueuse. « Bonne journée, monsieur, dit-il, avant de s'éloigner rapidement. Aïcha fronça les sourcils. Pourquoi un tel respect pour un mendiant? Omar, comme s'il n'avait rien remarqué, continua de trier un tas de fruits qu'il avait rapportés. Mais Aïcha ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Ce soir-là, alors qu'elle servait le dîner, une soupe claire de poisson, elle osa parler. « Pourquoi monsieur Kofi t'a appelé monsieur ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Omar leva les yeux, son regard perçant la transperçant. Il esquissa un sourire, à peine visible. « Les gens parlaient trop », répondit-il, avant de se taire à nouveau. Cette réponse vague ne fit qu'attiser la méfiance d'Aïcha. Elle commença à observer Omar plus attentivement. Ses mains, bien que sales, n'avaient pas les cales d'un homme habitué à la rue. Sa façon de marcher, même avec sa béquille, semblait parfois trop assurée. Et puis, il y avait ce mouchoir blanc, toujours impeccable, qu'il gardait dans sa poche. Était-ce un indice ou juste une coïncidence? Aïcha sentit une étrange tension monter en elle. Un mélange de peur, de colère et d'une curiosité qu'elle ne pouvait réprimer. Alors qu'elle éteignait le feu ce soir-là, elle surprit Omar dehors, sous la lumière de la lune, regardant l'horizon marin. Il semblait perdu dans ses pensées, loin de l'image du mendiant fou que tout le monde voyait. Que cachait-il vraiment? Et pourquoi l'avait-il choisie, elle, pour ce mariage absurde? Si cette vie mystérieuse avec Omar vous intrigue, tapez un like pour me montrer votre soutien, abonnez-vous pour ne pas rater les révélations à venir, et commentez « Que pensez-vous qu'Omar cache ?» Les semaines s'écoulaient dans la petite maison d'Aïcha et Omar, un cycle monotone de corvées et de silence lourd. Mais quelque chose avait changé en Aïcha. Les petits gestes d'Omar, ce mouchoir blanc impeccable, la révérence étrange de monsieur Kofi, tournaient sans cesse dans son esprit, comme des pièces d'un puzzle qu'elle ne parvenait pas à assembler. Elle commença à observer son mari avec une attention accrue, notant des détails qu'elle avait ignorés auparavant. Malgré son apparence de mendiant, Omar parlait parfois avec une précision déconcertante. Un matin, au marché animé de Kalina, elle l'entendit discuter avec un marchand de poissons, utilisant un anglais fluide et des termes savants comme « fonds d'investissement » ou « commerce international ». Aïcha, cachée derrière un étal de fruits, fronça les sourcils. Depuis quand un mendiant parlait-il comme un homme d'affaires? Les indices s'accumulaient, chacun plus troublant que le précédent. Omar disparaissait souvent pendant des heures, prétendant aller chercher de la nourriture. Un jour, il revint avec un objet qui n'avait aucun sens dans leur vie de misère. Une montre en acier poli, glissée à la hâte dans sa poche déchirée. Aïcha l'aperçut alors qu'il triait des bananes plantains. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Omar haussa les épaules, évitant son regard. « Un échange au marché ?» marmonna-t-il. Mais Aïcha n'était pas dupe. Une montre aussi luxueuse valait plus que tout ce qu'elle avait vu dans sa vie. Quelques jours plus tard, en balayant sous le matelas, elle trouva un téléphone portable. Un modèle dernier cri, totalement incongru dans leur maison sans électricité. Ses doutes s'amplifiaient, comme une tempête qui se forme à l'horizon. Une nuit, incapable de dormir, Aïcha entendit Omar murmurer dehors. Elle se glissa près de la fenêtre ouverte, retenant son souffle pour ne pas faire de bruit. « Oui, tout est en ordre », dit-il à voix basse dans son téléphone. « Je dois encore attendre. Personne ne sait rien. » Sa voix était ferme, presque autoritaire, loin de l'image d'un mendiant désorienté. À qui parlait-il? Et pourquoi tant de secrets? Le lendemain matin, alors qu'Omar quittait la maison à l'aube, Aïcha prit une décision audacieuse. Elle enroula son châle autour de ses épaules et le suivit à travers les ruelles poussiéreuses de Kalina, restant à bonne distance pour ne pas être repérée. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur d'être découverte et le besoin urgent de comprendre. Omar marchait vite, utilisant à peine sa béquille, comme si elle n'était qu'un accessoire. Il se dirigea vers un quartier qu'Aïcha connaissait à peine. Le port de Kalina, où des immeubles modernes aux vitres teintées contrastaient avec les maisons modestes du centre-ville. Il entra dans un hôtel élégant, un lieu réservé aux riches négociants et aux touristes étrangers. Aïcha,
caché derrière un palmier, le vit pousser une porte latérale. Elle s'approcha discrètement, feignant de ramasser quelque chose par terre pour éviter les regards curieux. À travers une large fenêtre, elle le vit, ou du moins, elle crut que c'était lui. Omar, débarrassé de sa béquille, portait une chemise propre et discutait avec des hommes en costumes impeccables. L'un d'eux l'appela « Monsieur Diallo » et lui serra la main avec un respect évident. Aïcha sentit son souffle se couper. Était-ce vraiment l'homme qu'elle avait épousé? Que faisait-il dans un endroit pareil, entouré de gens aussi importants? De retour à la maison, Aïcha garda le silence. Elle continua ses corvées, balayer, cuisiner, puiser l'eau, mais son regard sur Omar avait changé. La méfiance laissait place à une fascination prudente. Était-il un imposteur? Un fugitif? Ou quelque chose de bien plus grand? Elle repensa à ses mots à l'église, « Ce n'est pas ce que tu penses ». Ses paroles résonnaient différemment maintenant. Lors du dîner, une soupe claire de poisson et de manioc, elle tenta une question plus directe. « Omar, d'où viens-tu vraiment ?» demanda-t-elle, scrutant son visage. Il posa sa cuillère, la regardant longuement, comme s'il pesait ses mots. « D'un endroit loin d'ici, » répondit-il, sa voix énigmatique. Puis il se leva et sortit, la laissant seule avec ses pensées tourbillonnantes. Aïcha sentit une étincelle s'allumer en elle. Elle était à deux doigts de découvrir un secret, mais elle ignorait si cette vérité la libérerait ou l'entraînerait dans un jeu encore plus complexe. Aïcha ne pouvait plus ignorer les indices. Chaque jour, les incohérences dans le comportement d'Omar s'accumulaient, transformant ses doutes en une obsession. Elle voyait désormais au-delà de ses haillons et de sa béquille. Il y avait une assurance dans ses gestes, une intelligence dans ses paroles, qui trahissait une vérité cachée. Mais que cachait-il? Était-il un escroc jouant un rôle? Un homme en fuite? Ou quelque chose de plus grand encore? Aïcha savait qu'elle devait en avoir le cœur net. Elle décida de le suivre à nouveau, déterminée à percer son mystère, même si cela signifiait prendre des risques. Un matin brumeux, alors que le soleil peinait à percer les nuages au-dessus de Kalina, Omar partit plus tôt que d'habitude, sans sa béquille cette fois-ci. Aïcha enfila son châle et glissa un foulard sur sa tête pour passer inaperçue. Elle le suivit à travers les ruelles animées, longeant les étals du marché où les vendeurs criaient leurs offres pour des poissons frais et des fruits tropicaux. Omar se dirigea à nouveau vers le quartier du port, mais cette fois, il entra dans un immeuble de bureaux modernes, avec des portes vitrées et un gardien en uniforme. Aïcha s'arrêta à l'angle d'une rue, le cœur battant. Elle ne pouvait pas entrer sans se faire remarquer, mais elle trouva une ruelle adjacente offrant une vue sur une grande salle de réunion à travers une fenêtre. Là, elle le vit. Omar, vêtu d'un costume gris impeccablement taillé, ses cheveux soigneusement coiffés, discutant avec un groupe d'hommes et de femmes en tenue d'affaires. Il l'écoutait attentivement, prenant des notes, tandis qu'un projecteur affichait des graphiques sur un mur. L'un des hommes, un homme plus âgé avec une cravate rouge, l'appela « Monsieur Diallo » et lui tendit une liasse de documents. Aïcha sentit son estomac se nouer. C'était bien lui, son mari, le prétendu mendiant, mais il semblait être une toute autre personne. Comment était-ce possible? Était-ce une double vie? Elle resta figée, incapable de détacher son regard, jusqu'à ce qu'Omar tourne la tête vers la fenêtre. Elle se baissa précipitamment, le souffle court, et s'éloigna en hâte, craignant qu'il ne l'ait vue. De retour à la maison, Aïcha était dans un état second. Elle rangeait mécaniquement les provisions, mais son esprit était ailleurs. Les images de l'hôtel, de la réunion, d'Omar en costume tournaient en boucle. Elle ne lui dit rien, mais son comportement changea. Elle le regardait différemment, avec moins de colère et plus de curiosité. Lors du dîner, alors qu'il partageait un ragoût de poisson, elle remarqua qu'il évitait ses yeux, comme s'il sentait qu'elle savait quelque chose. Elle tenta de garder une attitude neutre, mais son cœur battait plus fort à chaque silence. Qui était cet homme qu'elle avait épousé sous la contrainte? Et pourquoi continuait-il à vivre dans cette misère s'il fréquentait des cercles aussi puissants? Le lendemain, un incident renforça ses soupçons. Alors qu'elle lavait le linge dehors, un homme en costume arriva à moto et s'approcha d'Omar. Il s'inclina légèrement, lui tendit une enveloppe épaisse et murmura « Tout est prêt, monsieur ». Omar hocha la tête et glissa l'enveloppe dans sa poche déchirée avant de s'éloigner. Aïcha, cachée derrière un seau, sentit une montée d'adrénaline. Elle attendit qu'Omar parte pour fouiller la maison. Sous le matelas, elle trouva l'enveloppe. À l'intérieur, des documents avec des tampons officiels et une carte de visite au nom de Omar Diallo, PDG, Diallo Enterprises. Aïcha sentit ses mains trembler. PDG? Était-ce une plaisanterie? Elle remit tout en place, mais son esprit bouillonnait. Elle ne pouvait plus prétendre que tout était normal. Ce soir-là,
alors que la pluie tambourinait sur le toit de tôle, Esha prit une profonde inspiration et affronta Omar. « Je t'ai vu, dit-elle, la voix ferme mais tremblante. À l'hôtel, dans cet immeuble. Qui es-tu vraiment, Omar ?» Il la regarda, ses yeux sombres reflétant la lueur d'une lampe à pétrole. Pour la première fois, il sembla hésiter. « Tu n'étais pas censé voir ça, » murmura-t-il. Puis, après un long silence, il ajouta « Il y a des choses que je ne peux pas encore t'expliquer, mais bientôt, tu comprendras. » Esha sentit un frisson la parcourir. Était-elle sur le point de découvrir la vérité, ou venait-elle de s'aventurer trop loin dans un secret qu'elle n'était pas prête à affronter? La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd dans la petite maison d'Esha et Omar, comme si l'atmosphère portait le poids de secrets non révélés. Esha ne pouvait plus faire semblant. Les mots d'Omar, « bientôt, tu comprendras », résonnaient dans sa tête, et la carte de visite trouvée sous le matelas, avec Omar Diallo, PDG, Diallo Enterprises, brûlait dans son esprit. Elle était déterminée à obtenir des réponses. Ce soir-là, alors que la lampe à pétrole projetait des ombres dansantes sur les murs de béton, Esha prit une profonde inspiration et affronta Omar une fois de plus. « Je mérite la vérité, » dit-elle, la voix ferme, ses yeux plantés dans les siens. « Tu n'es pas un mendiant. Je t'ai vu au port, en costume, avec des gens qui t'appellent Monsieur Diallo. Qui es-tu vraiment ?» Omar posa la cuillère qu'il tenait, son regard oscillant entre hésitation et résignation. Pour la première fois, il sembla vulnérable, comme si le masque qu'il portait depuis des semaines s'effritait. Il se leva, marcha vers la fenêtre ouverte, et contempla l'horizon marin sous un ciel étoilé. « Tu as raison, » murmura-t-il enfin. « Je ne suis pas celui que je prétends être. » Esha retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Omar se retourna, son visage éclairé par la lueur douce de la lampe. « Je m'appelle Omar Diallo, et je suis le PDG de Diallo Enterprises, une société qui contrôle des entreprises dans tout le pays, commerce maritime, immobilier, technologie. Je suis milliardaire, Esha. Mais je ne suis pas ici par hasard. » Esha sentit ses jambes trembler. Milliardaire ? Le mot semblait irréel, comme une blague cruelle. Alors pourquoi ? Pourquoi vivre comme un mendiant ? Pourquoi m'épouser, moi ? Demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Omar s'assit face à elle, ses yeux sombres empreints de sincérité. J'ai grandi dans la richesse, entouré de luxe, mais aussi de mensonges. Les gens m'approchaient pour mon argent, pas pour moi. J'ai aimé une femme, il y a des années, mais elle m'a trahi, essayant de siphonner ma fortune. Après ça, j'ai juré de trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Il marqua une pause, son regard fixé sur Esha. Je me suis déguisé en mendiant et je suis venu à Kalina, un endroit où personne ne me connaissait. Et puis, je t'ai rencontré. Tu m'as donné du pain, Esha, alors que tu n'avais presque rien. Tu m'as vu, pas mes vêtements ou ma fausse béquille. C'est pour ça que je t'ai choisi. Esha sentit des larmes monter, un mélange de choc, de colère et d'une étrange chaleur qu'elle ne comprenait pas encore. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi m'as-tu laissé croire que j'étais mariée à un fou ? Omar baissa les yeux, sa voix tremblante. Je devais être sûre. Pas seulement de toi, mais de moi-même. Je voulais te donner une chance de me connaître sans l'ombre de ma richesse. Mais je t'ai fait souffrir, et pour ça, je suis désolé. Il tendit la main et sortit de sa poche un petit médaillon en or. C'était à ma mère, dit-il doucement. Elle m'a dit de le donner à celle qui verrait mon cœur avant mon argent. Je veux que tu le prennes. Esha fixa le médaillon, ses mains tremblantes. Elle ne savait pas si elle devait le prendre ou s'enfuir. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie venait de s'effondrer. Elle était mariée à un milliardaire, mais cet homme, qu'il avait vu dans ses moments les plus bas, l'avait choisi pour sa gentillesse, pas pour son apparence ou son statut. Pourtant, la douleur de l'humiliation, des moqueries des villageois, et de la cruauté de sa famille restait vive. « Et maintenant » murmura-t-elle. « Que veux-tu de moi ?» Omar la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Je veux que tu choisisses, Esha. Tu peux rester avec moi, découvrir la vie que je peux t'offrir, ou partir. Je ne te forcerai jamais. » Ces mots, si simples, étaient un cadeau qu'elle n'avait jamais reçu, le choix. Alors qu'elle tenait le médaillon, un bruit soudain brisa le silence. Des pas lourds résonnèrent à l'extérieur, suivis d'un coup sec à la porte. Esha sursauta. Qui pouvait venir à cette heure ? Omar se leva, son visage soudain tendu. « Reste ici », murmura-t-il, avant de se diriger vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, Esha aperçut une silhouette familière dans l'ombre. Sa belle-mère, Fatima, accompagnée d'un homme en costume. Que faisait-elle ici ?
Et pourquoi avait-elle l'air si nerveuse? La porte s'ouvrit, et la lumière de la lune éclaira le visage crispé de Fatima. Elle entra, ses yeux scrutant la pièce comme si elle cherchait une faiblesse à exploiter. Derrière elle, l'homme en costume, celui qu'Esha avait vu remettre une enveloppe à Omar, se tenait en retrait, mal à l'aise. Esha sentit son cœur s'accélérer. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Fatima esquissa un sourire forcé, loin de son arrogance habituelle. « Esha, ma chère, dit-elle d'un ton mielleux, nous devons parler. Il y a un malentendu. » Omar croisa les bras, son regard perçant fixé sur Fatima. « Parlez, alors ?» dit-il, sa voix froide. Fatima s'éclaircit la gorge, visiblement déstabilisée. « Nous avons entendu des rumeurs, au village. On dit que tu n'es pas un mendiant, Omar. Que tu es quelqu'un d'important. » Elle jeta un coup d'œil à l'homme en costume, qui baissa les yeux. « Je suis venue m'excuser. Si nous avions su qui tu étais, nous n'aurions jamais. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Esha sentit une colère sourde monter en elle. « Vous excusez ?» interrompit-elle. « Vous m'avez traité comme une domestique, vous m'avez forcé à épouser un homme que vous pensiez fou. Et maintenant, vous venez parce que vous savez qu'il est riche. » Fatima tressaillit, mais son sourire vacilla. « Esha, tu ne comprends pas. Nous voulions ton bien. Tu étais une charge pour nous. » Omar fit un pas en avant, sa présence imposante emplissant la pièce. « Une charge ?» répéta-t-il, sa voix tranchante. « Vous avez rejeté une femme dont le cœur vaut plus que tout l'or de Kalina. Vous l'avez donnée à un mendiant pour vous en débarrasser, pensant que c'était une plaisanterie. Mais c'est vous qui avez perdu. » Fatima pâlit, ses mains tremblantes. L'homme en costume intervint timidement. « Monsieur Diallo, je ne savais pas que vous aviez prévu tout ça. Je n'ai fait que suivre vos instructions. » Esha fronça les sourcils, confuse. « Instructions ?» demanda-t-elle. Omar hocha la tête. « J'ai demandé à mon assistant de répandre des rumeurs au village. Je voulais voir qui viendrait ramper une fois la vérité révélée. » Esha sentit un mélange de choc et de trahison. Omar avait orchestré cette visite, mais avant qu'elle ne puisse parler, Fatima s'agenouilla, des larmes théâtrales coulant sur ses joues. « Esha, pardonne-moi. Nous t'avons maltraité, mais nous sommes ta famille. Laisse-nous une chance. » Esha resta immobile, les souvenirs de son enfance, les insultes, les nuits sur le sol froid, les rires cruels de Nadia et Léla, défilant dans son esprit. Elle regarda Omar, qui lui fit un léger signe de tête, comme pour lui dire « C'est ton choix. » Pour la première fois, Esha sentit le poids de son pouvoir. Elle n'était plus la domestique invisible. Elle était une femme avec une voix. « Vous ne m'avez jamais aimée, » dit-elle lentement, sa voix claire et assurée. « Vous m'avez brisée, jour après jour, parce que vous pensiez que je ne valais rien. Mais cet homme que vous avez moqué, m'a vu. Il m'a donné un choix, quelque chose que vous ne m'avez jamais offert. » Elle marqua une pause, ses yeux passant de Fatima à l'homme en costume. « Je vous pardonne, Fatima. Pas parce que vous le méritez, mais parce que je veux être libre de votre haine. » Fatima sanglota bruyamment, mais Esha n'y prêta pas attention. Elle se tourna vers Omar. « Je veux voir ce que tu m'offres. Pas ta richesse, mais la vie que tu promets. » Omar sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « Alors viens avec moi, » dit-il doucement. Il tendit la main, et Esha, après un moment d'hésitation, la prit. Alors qu'il sortait de la maison, un bruit de moteur résonna dans la ruelle. Une voiture noire élégante, aux vitres teintées, s'arrêta devant eux. Le chauffeur, en uniforme impeccable, ouvrit la portière. « Monsieur Diallo, madame, tout est prêt, » dit-il. Esha sentit son cœur s'emballer. Où l'emmenait-il? Et que trouverait-elle au bout de ce chemin? La voiture noire glissait silencieusement à travers les rues sombres de Kalina, le bruit des vagues s'estompant au loin. Esha, assise à l'arrière aux côtés d'Omar, serrait le médaillon en or dans sa main, son poids lui rappelant la décision qu'elle venait de prendre. Elle jeta un regard à Omar, désormais vêtu d'une chemise propre, sa barbe soigneusement taillée, l'image du mendiant envolé. Il lui sourit doucement, mais ses yeux trahissaient une pointe d'appréhension. « Où allons-nous » demanda Esha, sa voix mêlant curiosité et nervosité. Omar posa une main rassurante sur la sienne. « Vers une nouvelle vie » répondit-il. « Mais d'abord, je veux te montrer quelque chose. » Le chauffeur les conduisit hors de Kalina, vers une route côtière bordée de palmiers. Après 1 heure de trajet, la voiture s'arrêta devant une villa majestueuse, perchée sur une falaise surplombant l'océan.
Ses murs blancs brillaient sous la lumière de la lune, et des jardins luxuriants s'étendaient autour, parfumés de jasmin. Esha resta bouche bée, son cœur battant à l'idée que cet endroit pouvait être lié à Omar. « C'est chez moi, » dit-il simplement, ouvrant la portière pour l'inviter à sortir. « Et maintenant, c'est aussi chez toi, si tu le veux. » Esha descendit, ses pieds touchant un sol pavé, si différent de la poussière de sa cour à Kalina. Elle suivit Omar à l'intérieur, où des lustres scintillaient, des tapis moelleux couvraient le sol, et des tableaux colorés ornaient les murs. C'était un monde qu'elle n'avait vu qu'en rêve. Omar la guida vers une grande terrasse donnant sur l'océan. La brise salée caressait son visage, et pour la première fois depuis des années, Esha sentit une légèreté dans son cœur. « Je ne t'ai pas tout dit, » commença Omar, son ton grave. « Diallo Enterprises, c'est plus qu'une entreprise. Nous construisons des écoles, des cliniques, des opportunités pour des communautés comme Kalina. J'ai vu ta force, Esha, ta gentillesse. Je veux que tu sois à mes côtés, pas seulement comme ma femme, mais comme une partenaire. Tu pourrais diriger des projets, aider les enfants à avoir l'éducation dont tu rêvais. » Esha sentit des larmes monter. Éducation. C'était son rêve, celui que Fatima avait écrasé en la reléguant à des corvées. « Tu crois en moi ?» murmura-t-elle, incrédule. Omar hocha la tête. « Depuis le jour où tu m'as donné ce pain. » Les jours suivants furent un tourbillon. Omar présenta Esha à son équipe, des hommes et des femmes dynamiques qui l'accueillirent avec respect, impressionnés par son histoire. Elle visita une école en construction, où des enfants riaient déjà dans une cour flambant neuve. Esha sentit un feu s'allumer en elle, un but, une chance de faire une différence. Mais les ombres de son passé persistaient. Un matin, alors qu'elle triait des documents pour un projet scolaire, un messager apporta une lettre. C'était de Nadia et Léla, ses demi-sœurs. « Esha, nous sommes désolés, » disait la lettre. « Nous voulons te voir, faire partie de ta nouvelle vie. » Esha fixa les mots, un mélange de douleur et de méfiance la traversant. Était-ce sincère, ou juste une autre tentative de profiter de la fortune d'Omar? Elle montra la lettre à Omar, qui l'écouta en silence. « C'est à toi de décider, » dit-il. « Mais souviens-toi, tu n'as plus besoin de leur approbation. Tu es libre maintenant. » Esha hocha la tête, les mots d'Omar renforçant sa détermination. Elle répondit à la lettre, acceptant une rencontre, mais à ses conditions. Pas dans la maison de Fatima, mais dans un lieu neutre, à Kalina. La rencontre fut brève, détendue. Nadia et Léla, mal à l'aise, murmurèrent des excuses, leurs yeux évitant les siens. Fatima, absente, avait envoyé ses filles, trop lâches pour affronter Esha elle-même. Esha les écouta, puis parla calmement. « Je ne vouais pas, » dit-elle. « Mais je ne peux pas oublier. Si vous voulez être dans ma vie, vous devrez le mériter. » Les sœurs hochèrent la tête, muettes, et partirent. Esha sentit un poids s'envoler, elle avait tracé une ligne, définissant sa valeur. De retour à la villa, Esha s'installa dans sa nouvelle vie. Elle commença à travailler sur un projet d'école, apprenant aux côtés d'Omar tout en apportant ses idées. Les villageois de Kalina, autrefois moqueurs, parlaient désormais d'elle avec admiration. « Esha, la femme qui a transformé sa douleur en force », disait-il. Mais une question restait en suspens. Un soir, alors qu'elle se tenait sur la terrasse, regardant l'océan scintiller sous les étoiles, Esha se demanda, avait-elle vraiment pardonné à sa famille? Ou était-ce simplement un moyen de clore ce chapitre? Omar la rejoignit, posant une main sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Elle sourit, tenant le médaillon. « À l'avenir » répondit-elle. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. Était-elle vraiment prête à tout laisser derrière, ou y avait-il encore une bataille à mener?